franchement, sur tous les contrôleurs que j'ai vus, je les ai trouvés extrêmement attentifs aux gens et compatissants. Par exemple, dans les trains de nuit, ils m'ont expliqué que beaucoup de voyageurs viennent voir les contrôleurs parce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de se raconter. Et eux disent la câlinothérapie fait aussi partie de notre métier. Jean-Claude Raspienjas a été grand reporter à la Croix pendant plus de 10 ans. En 2024, il a sillonné la France en train pour suivre le quotidien des chefs de bord de la SNCF. Pendant ce reportage, il a découvert que leur mission allait bien au-delà du contrôle des titres de transport. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit. Je m'appelle Jean-Claude Raspienjas et je voudrais dans cet épisode vous parler d'un reportage que j'ai fait pour La Croix l'Hebdo en août 2024. Et à l'époque, j'étais chroniqueur et grand reporter pour La Croix l'Hebdo. Et ce reportage était de suivre et de raconter ce qu'est la vie des contrôleurs de train. Alors la raison de cette immersion, c'est que les contrôleurs on les voit tout le temps dans les trains et toujours la même question, mais qui sont ces gens qui viennent contrôler les billets? Que font-ils? D'où viennent-ils? Et quelle est leur vie? Alors je suis parti d'une donnée massive. Chaque jour, il y a en moyenne 5 millions de voyageurs qui prennent des trains. Il y a 11 000 trains qui circulent et pas un seul ne peut circuler s'il n'y a pas un contrôleur à l'intérieur. Donc, ça valait le coup d'aller voir qui sont ces gens dont la destination des trains est subordonnée à leur présence. On les appelle, dans la nouvelle terminologie de la SNCF, non pas des contrôleurs, mais des chefs de bord. Et le chef de bord, donc le contrôleur, est le pivot du voyage. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que je me suis dit, c'est une drôle de profession qui est confinée en huis clos, et c'est une des rares professions qui brasse toutes les classes sociales. J'avais des idées préétablies comme nous tous, c'est-à-dire une image un peu désastreuse des contrôleurs, c'est-à-dire des adeptes de la répression et qui sont toujours en grève, et qui sont sans cesse renvoyés au retard et au déboire de la SNCF. Donc je partais un peu avec cette idée, et évidemment, en essayant de la dépasser et non pas de l'illustrer. Alors, la sélection de ces contrôleurs pour faire le reportage a été assez long à mettre en place parce que la SNCF se demandait quel était vraiment l'objet du reportage, se demandait si on n'allait pas insister sur les conflits sociaux, enfin, vous voyez le tableau. Et les contrôleurs que j'ai pu suivre ont été triés par la SNCF, d'abord en amont, ils ont cherché les gens qu'ils voulaient chercher, et ensuite ils sont allés chercher des volontaires. Et ensuite, dans les voyages que j'ai pu faire, il y avait les supérieurs des contrôleurs qui étaient là avec eux, mais qui n'ont pas du tout contrôlé ce que je faisais, ni demandé ensuite ce que j'allais en faire. Mais simplement, ils étaient là dans certains voyages, pas dans tous. J'avais opté pour des longs voyages, c'est-à-dire je voulais, moi, faire l'ensemble d'une ligne, je voulais vraiment passer des heures avec eux et prendre tous les types de trains. Donc je me suis dit, je vais prendre un TGV, je vais prendre un Ouigo, je vais prendre un Intercité, et je vais prendre un train de nuit. J'ai pas pu faire les lignes que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire j'aurais voulu vraiment aller dans les 4 directions, et en réalité j'ai fait un TGV Paris-Nice, où je suis arrivé à 21h à Nice, et je suis reparti le lendemain matin à 6h par un Ouigo. Dès que je suis arrivé à Paris par le Ouigo, j'ai eu juste le temps de prendre le pont d'Austerlitz à pied et en courant pour rattraper un Intercité qui faisait Paris-Cahors, et je suis revenu ensuite par un train de nuit de Paris à Nice. Je n'ai pas pu faire le retour Cahors-Paris parce que les contrôleurs qui dépendaient de la gare de Brive se sont opposés à ce qu'il y ait la présence d'un journaliste avec eux quand ils prenaient leur fonction. Donc quand j'ai fait Paris-Cahors, je suis rentré par mes propres moyens et ensuite j'ai fait Paris-Nice en train de nuit. Alors une fois que j'ai pu prendre les trains dont je parle, je me suis trouvé face à des binômes parce que par rame de train, ils travaillent en binôme. Soit 2 hommes, soit 2 femmes, soit un homme, une femme. Et dans quelques-uns de ces voyages, un des binômes avait été extrêmement volontaire, l'autre, elle était beaucoup moins. Et quand je suis arrivé avec le photographe, et c'est arrivé à plusieurs reprises, le deuxième du binôme, ou la deuxième, venait nous dire, écoutez, nous, la presse, non. On n'aime pas la presse, on n'a pas envie de lui parler. Puis de toute façon, la presse, c'est que des préjugés, c'est que des clichés à l'égard de notre profession. Donc non. Alors soit, au bout d'un moment, ils acceptaient de parler, mais ils demandaient au photographe de ne pas être photographié du tout. Soit ils refusaient carrément de parler. Et puis, comme j'avais choisi l'option longue des longs trajets, au bout de 2-3 heures, il me voyait avec le contrôleur qui avait accepté, il s'approchait, il commençait à parler. Et à la fin du voyage, il me racontait beaucoup de choses. Et à la fin de chaque voyage,
Ils m'ont proposé, les uns et les autres, de déjeuner ou de dîner avec eux. Et évidemment, là, ils m'ont beaucoup parlé, ils m'ont beaucoup raconté des choses qu'ils ne m'avaient pas racontées en train. Et je donne juste un exemple qui est tout à fait intéressant. Et c'est l'intérêt aussi de l'immersion et du temps long du reportage. C'est qu'un soir, on était 4 ou 6 autour de la table et ils se sont mis à me raconter, c'est qu'ils sont pleins de bleu. Ils sont comme des marins, il faut qu'ils tanguent dans les trains, et notamment dans les intercités plus que dans les TGV qui sont stables, et ils se prennent beaucoup les accoudoirs. Donc ils ont beaucoup de problèmes articulaires, ils ont des problèmes de hanches liés au choc contre les accoudoirs. On m'a même dit que dans les trains de nuit, quand un train de nuit a pris du retard et qu'il accélère, ils ont même du mal à tenir debout. Là, je découvre, mais c'est parce que je dîne avec eux, parce qu'en cours de route, ils m'en ont pas parlé, j'y ai pas pensé, et soudain, parce qu'on est à table, qu'on parle comme ça, d'un seul coup, ça sort. Et donc c'est ça l'intérêt de ce genre de reportage, et non pas de faire des interviews dans un bureau. Voilà. Alors il faut quand même que je revienne sur le cadre général de ce que sont les contrôleurs. Avant de partir véritablement, il faut quand même donner des chiffres. Donc la SNCF elle emploie aujourd'hui 10 000 contrôleurs qui sont tous attachés aux lignes d'une gare précise. C'est-à-dire, s'ils sont attachés à la gare d'Austerlitz, ils vont faire toutes les lignes de la gare d'Austerlitz. Si c'est la gare de Lyon, c'est vers le sud. Si c'est la gare de l'Est, c'est la gare de l'Est. Donc, ils sont attachés à une gare et donc aux lignes. Ils ne font jamais les mêmes itinéraires, enfin, d'un jour sur l'autre en tout cas, jamais aux mêmes heures et jamais avec les mêmes collègues. Donc, la plupart des binômes que j'ai rencontrés, c'était la première fois qu'ils voyageaient ensemble, et même certains avaient 25 ans, ils n'avaient jamais été ensemble. Le travail des contrôleurs est très ritualisé et très formalisé. Aucun de leurs gestes n'est improvisé, c'est le fruit d'une longue formation et le travail d'un contrôleur, en réalité, se déroule un peu comme une pièce de théâtre. Alors le prologue a lieu sur le quai et l'épilogue aussi sur le quai. Le chef de bord, il doit arriver 1 heure avant le départ, avoir son uniforme réglementaire et il passe en revue l'intérieur et l'extérieur du train, et notamment il est chargé de ce qu'on appelle l'agencement, c'est-à-dire le référencement, le numéro, l'origine et la destination des voitures. C'est-à-dire que quand vous cherchez votre voiture et c'est écrit, ben c'est le contrôleur qui a écrit, voilà, c'est tel numéro, il va partir de temps à telle heure. Vous voyez, donc ça c'est lui. Le contrôleur, il est l'œil du conducteur avant le départ. Quand on dit l'œil du conducteur, c'est que vraiment, il doit voir visuellement qu'il n'y a plus rien sur le quai, qu'on peut vraiment y aller. C'est lui, ce que le conducteur ne voit pas. Lui, il trace devant, il ne voit pas derrière ce qui se passe. Donc, quand le train démarre, ils doivent se coller à la vitre de la porte qu'ils ont fermée pour vérifier que personne ne court par hasard sur le quai. Ils ont bien vu qu'il n'y avait personne, mais il y a parfois des gens qui ont accompagné, tout ça. Et s'il aperçoit quelqu'un qui court, il actionne le signal d'alarme tout de suite, il stoppe le convoi. Il n'est pas question que quelqu'un tombe sous le train. Donc ça fait partie de leur première mission une fois qu'ils sont dans le train. Ensuite, ils font leur première ronde de sécurité. Vous avez tous vu ces 2 contrôleurs qui arrivent, le train vient de démarrer, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils passent, ils disent bonjour, bonjour, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils remontent toutes les voitures, ils saluent les passagers, donc, pour marquer leur présence et pour rassurer. Surtout, ils passent en revue, ils essaient de voir si rien ne cloche. Il faut savoir que la moindre erreur dans un train retombe sur eux. Ils sont responsables pénalement de ce qui va se passer dans le train. C'est pour ça que quand ils demandent de ranger les valises, de ranger les poussettes, ou de mettre une muselière à un chien, c'est que s'il arrive quoi que ce soit, si quelqu'un tombe à cause d'une valise mal placée, si une poussette glisse et blesse quelqu'un, ou si un chien mord, c'est eux qui sont responsables pénalement et la SNCF n'est pas concernée, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe dans le train. Donc on peut comprendre que par moments, ils sont un peu à cran sur ce qu'ils demandent. Et surtout, ils le disent tous, ils ont appris à déceler très vite les potentiels voyageurs à problème. Ils ajoutent qu'il leur arrive évidemment de se tromper. Par exemple, dans le Nice-Paris que j'ai fait, j'avais suivi le contrôle, j'avais suivi toutes leurs activités, et puis à un moment, ils arrivent dans une rame et je vois avec eux quelqu'un qui a un sac à dos et qui fonce aux toilettes. Et là, ils me disent, ça va pas louper, c'est sûr qu'il y a un problème là. Donc ils frappent aux toilettes, le type n'ouvre pas, donc ils insistent, et ils sortent la clé carrée pour ouvrir. Et là, ils tombent sur un sans-papier qui n'avait pas d'argent, pas de lieu où aller. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils le mettent à part, et on va retrouver la même situation dans une autre rame quelques temps plus tard. Donc ils préviennent obligatoirement la gare de destination, ils préviennent la police, et là c'est petit bonheur la chance. Pour le sans-papier qui a pris le train, soit la police l'attend à l'arrivée, soit si la police n'est pas disponible, là ce qu'on appelle la sécurité ferroviaire, qui est une police propre à la SNCF, et s'il n'y a personne, c'est bon pour lui. Donc là on s'est retrouvé dans ce train-là, avec 2 sans-papiers, dont on s'est demandé comment ça allait se passer pour eux, et quand on est arrivé à Paris, ils ont pu filer.
sur leur activité de contrôle, ils ont pour règle impérative de demeurer courtois, correct, respectueux, exemplaire. Et le tutoiement est banni. Alors ils disent, moi ils m'ont beaucoup dit ça, mais ceux que j'ai vus, ceux que j'ai suivis, qui avaient été triés sur le volet, qui étaient volontaires et tout ça, ils m'ont tous dit, mais tous, dans ce boulot, il faut aimer les gens, se mettre à leur portée, agir et réagir avec subtilité. Et par exemple, il me dit, sur un aller-retour Paris-Nice, on contrôle 1000 passagers, des comportements différents, des attitudes différentes. Donc évidemment, il faut être bien formé à ça. Et par exemple, je suis tombé sur un contrôleur vraiment formidable qui s'appelle David Gobin, qui fait ça depuis 25 ans. Et il m'a montré, quand je l'ai suivi, il m'a dit, voilà, moi, chaque fois que je contrôle, je protège avec ma main le rayon laser du pointeur de contrôle. Parce qu'il dit, ça peut aveugler le passager, ça peut même abîmer ses yeux. Donc je fais attention à ça, donc pas mal. Et il m'a montré aussi que quand un passager est à la recherche de son billet, il ne le trouve pas, il est perdu, il n'arrive pas à ouvrir son téléphone, pour l'apaiser, il va plus loin, il continue son travail, il lui laisse le temps de le trouver, et puis il revient tranquillement. Voilà. Alors, une des surprises que j'ai eues aussi pendant ce reportage, c'est que la grande majorité des contrôleurs, ce sont des reconversions professionnelles. C'est pas une vocation à l'origine, c'est des gens qui ont fait autre chose dans leur vie et qui un jour ont décidé de devenir. Dans les contrôleurs que j'ai eus, mais je rappelle que c'était des contrôleurs qui avaient été choisis et qui étaient volontaires, mais franchement, sur tous les contrôleurs que j'ai vus, je les ai trouvés extrêmement attentifs aux gens et compatissants. Par exemple, j'ai suivi Audrey Bégin. Audrey Bégin, c'est une contrôleuse qui est affectée au train de nuit et qui adore ça. Elle réclame de faire des trains de nuit, elle a toujours fait ça. Et je l'ai vue faire un contrôle de quelqu'un qui venait de sortir de prison, qui n'avait pas son billet. Et je l'ai vue, elle a été très compatissante. Elle a été évidemment obligée de lui mettre l'amende, mais avec un délai de paiement allongé. Et puis elle lui a fait parler de sa vie. Et quand elle l'a quitté, elle lui a souhaité une belle renaissance. Et je me suis dit, ça c'est pas mal. Elle avait fait son travail, parce qu'elle était obligée de le faire. Mais elle avait su y mettre la part d'humanité que j'attendais pas, moi. Alors, c'est surtout les femmes qui adorent le train de nuit parce que c'est un monde très particulier, qui est lent, qui est pourtant très très fastidieux parce que quand elles arrivent, elles font le tour de chaque compartiment et sur toute la rame. Alors c'est des trains très 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 longs, hein. C'est des trains qui font 400 mètres, hein. C'est 14 voitures et elles s'arrêtent à chaque compartiment de couchette. Et donc à toutes les couchettes, elles disent la même chose, elles expliquent qu'il y a de l'eau, que voilà comment on peut allumer ou pas les lumières, qu'il faut tenir compte des autres et tout ça, avant de refermer la porte. Et donc c'est quand même une tâche répétitive et ça peut leur prendre 2 heures avant de commencer leur travail de contrôle et tout ça. Dans les trains de nuit aussi, avant que le train démarre ou dès que le train démarre, alors là ils sont assaillis de questions. Est-ce qu'il y a des sanitaires? Est-ce qu'il y a des douches? Est-ce qu'il y a un wagon-restaurant? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce que cela? Après, il y a les gens qui viennent en disant, mais moi, j'aurais besoin d'un filet au-dessus de ma couchette. J'ai un enfant, j'aurais besoin de faire réchauffer le biberon. Tout ça. Enfin, là, ils ont beaucoup de demandes et donc ils sont obligés d'assurer. Et ils ont vécu tous des galères. Par exemple, Audrey Bégin, elle s'est retrouvée, elle, avec un accident grave en pleine nuit, avec un train qui a heurté un troupeau de vaches et qui s'est soulevé des rails. Et là, les vitres étaient cassées, le conducteur avait le poignet fracturé, il y avait des voyageurs blessés, il y avait du sang partout, il a fallu attendre les secours, ils ont été immobilisés pendant 2 heures. Et elle dit ça, c'est un truc très compliqué à gérer, parce que là, il y a un moment de panique et il faut vraiment que je tienne tout ce train-là et que je mette en sécurité tout le monde, que je rassure. Et elle dit, je me souviens que ce soir-là, par exemple, j'ai assuré la procédure, mais comme un robot. C'est-à-dire que je me suis détaché de toute humanité, de toute panique et tout ça, et je ne suis pas sorti des procédures. Ils ont tous eu aussi, et c'est encore plus vrai dans les trains de nuit, parce que les trains de nuit sont sous-équipés en matière de sécurité. Dans les trains de nuit, ils se sont retrouvés avec des suicides, des fausses couches, des accouchements, une fois une fracture ouverte pour un enfant de 4 ans après une chute de la couchette supérieure, la mort d'un passager après une crise cardiaque, faute de défibrillateur dans les intercités et dans les trains de nuit, alors que ça fait des années que les contrôleurs le réclament. En ce qui concerne les trains de nuit, les contrôleurs aussi ont une autre difficulté par rapport aux contrôleurs de TGV ou même de Ouigo, c'est qu'ils sont obligés de se frayer un chemin dans des couloirs très étroits des trains de nuit et la plupart du temps, ils sont encombrés par plein de gens qui discutent, qui chargent leur téléphone, qui sont en groupe et ils doivent se frayer un chemin, bousculer les gens. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça laborieux et je les trouve de très très bonne composition de faire ça. Et puis ils m'ont expliqué que beaucoup de voyageurs se perdent dans les trains de nuit.
parce que la numérotation est une numérotation administrative et qui n'est pas cohérente par rapport à l'ordre des voitures. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Et très souvent, il y a des voyageurs qui sont complètement désorientés dans le train de nuit. Et je l'ai vu, en cours de nuit, il y a ceux qui sont paumés. Et puis il y en a d'autres qui viennent voir les contrôleurs parce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de se raconter. Et ça, c'est propre au train de nuit. Et eux disent, la calinothérapie fait aussi partie de notre métier. Je les ai vus écouter les gens, leur parler et passer du temps qui ne fait pas partie de leur travail réglementaire. Ces contrôleurs-là, alors là, la plupart, ils dépendent de la gare de Serlis, parce que la gare de Serlis, il n'y a pas de TGV, donc c'est intercité, train de nuit. Ils aiment beaucoup les intercités et les trains de nuit parce que c'est des trains beaucoup plus lents, c'est des trains qui traversent la diagonale du vide, notamment qui empruntent la fameuse POLT, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, qui est une des lignes les plus sinistrées de la SNCF. Les trains sont lents, vont pas vite, et eux adorent, les gens sont apaisés, voilà. Mais il y a toujours des soucis. Par exemple, le jour où on a fait Paris-Cahors, le train qui nous suivait juste derrière a eu 5 heures de retard. Voilà. Alors c'est des gens qui sont amoureux de la clientèle, des voyages, et notamment aussi sur ces intercités. Je me suis retrouvé avec Stéphane Goyas, qui avait 30 ans de métier, qui lui avait voulu pour faire du guichet, et puis s'est retrouvé contrôleur, et il s'est retrouvé pendant 25 ans sur les trains de banlieue. Et il dit là, ça forge le caractère, mais ça forge tellement le caractère qu'il a fini par faire une dépression, parce qu'il dit, sur les trains de banlieue, ça n'est que de la répression, que de la répression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer les procédures comme ça, de gentillesse, de diplomatie. Il dit, sur les trains de banlieue, on n'est que dans la répression tout le temps, et dans l'agressivité de part et d'autre, quoi. Et il s'est retrouvé à passer sur les intercités, et là il dit c'est le jour et la nuit, parce que là les gens ont du temps, et il dit ça m'a sauvé. Ma méthode, c'est, comme tout reporter, je pense que la meilleure méthode, c'est de connaître de l'intérieur. C'est une banalité, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est de gagner la confiance et de prendre le temps de tout demander et d'être présent, de vivre la vie des gens. C'est-à-dire que si j'avais pas fait ces longs trajets à tanguer moi-même dans les trains, évidemment, j'aurais pas su qu'ils avaient des bleus. J'aurais pas vu ce que c'était que de se frotter à des voyageurs difficiles. J'aurais pas vu l'ampleur du travail qu'ils ont à accomplir dans un train. Et je le répète, le contrôle des billets, c'est pas le plus important. J'avais fait déjà un long reportage l'été 2019 pour La Croix, puis un livre sur le monde des routiers. J'avais procédé de la même façon, en immersion avec eux, pendant des semaines, à rouler avec eux dans les camions pendant plusieurs jours. J'avais fait la même chose avec des mariniers, toujours pour une série d'été pour La Croix, ceux qui pilotent des péniches, qui vivent sur l'eau. Moi, j'ai une devise dans le métier, c'est faut toujours aller voir, toujours, et prendre le temps de rester, d'écouter, de regarder, de s'imprégner, si on veut comprendre, mais surtout si on veut témoigner de ce qu'est la vie des autres. Voilà. L'histoire des contrôleurs, c'était la même chose, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer raconter la vie d'un contrôleur sur un seul voyage court. Il fallait que je les fasse tous et que je les fasse sur la durée. Alors évidemment, quand on arrive de ce type de reportage où on a beaucoup voyagé, on a passé du temps, on a amassé beaucoup de détails, d'anecdotes, de choses vues, de confidences, évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Moi, je suis revenu, j'avais 2 grands carnets, surtout que je prends tout le temps, moi, des notes, tout le temps. Et une fois que vous arrivez, après, il faut relire. D'abord, arriver à se relire. Et ensuite, il faut savoir ce que vous allez privilégier, puisque vous n'allez pas publier tout ce que vous avez ramassé. Et là, j'avais 2 hypothèses en démarrant. C'était soit je regroupais par thème, c'est-à-dire la formation, la sécurité, le choix, pourquoi ils avaient choisi ce métier, les situations qu'ils rencontraient, ou bien, ce qui me paraissait plus adapté, c'était de raconter chaque voyage, chaque train qui est différent, chaque destination qui n'est pas la même, et surtout, j'avais des personnages qui avaient des vies différentes, et je me suis dit, comme ça, je suis dans une unité de lieu d'action qui est un train. Je revenais à cette idée de huis clos, de lieu fermé, et avec ce brassage de population et donc de situations. Et évidemment, c'était beaucoup plus facile de retracer ce qui s'était passé dans chaque train en essayant de ne pas répéter ce que j'avais déjà vécu dans d'autres situations. Alors moi, j'ai un problème, mais qui m'est personnel, c'est que je construis pas. J'ai besoin d'une première phrase pour démarrer. Si j'ai pas de première phrase, c'est impossible. Je peux pas du tout écrire. Et cette première phrase, elle peut être banale, mais c'est celle qui va enclencher quelque chose. Et si je ne l'ai pas, je démarre pas.
Une fois que j'ai ma première phrase, après, ça part. Et j'essaie de faire en sorte de rien laisser de ce que j'ai pris comme note. C'est-à-dire des idées, des situations et tout ça. De pas trop en perdre, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai accumulé, amassé en cours de route, je veux que ce soit dans le papier, je veux que ce soit là. Si je l'ai pris en cours de route, c'est que ça avait de la valeur et je veux que ça soit là. Ce que j'aime dans tous mes reportages, je pars avec des idées préconçues comme tout le monde. C'est le moment en cours de reportage où le réel vous change, vous transforme. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le moment où je sens en moi que ça pivote. C'est-à-dire que mon idée préconçue, mon idée initiale, elle tient pas. Et ce que j'adore, c'est vraiment le moment où les gens me font changer d'avis, quoi. Et que c'est leur vie qui l'emporte. Donc voilà, si j'avais une sorte de conclusion ou de morale à tirer de la beauté du reportage, c'est ça, c'est d'aller voir, de prendre le temps de rester, d'écouter, de regarder, de s'imprégner et surtout, de témoigner à la lueur de ce que vous-même vous avez éprouvé en les suivant. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage de Jean-Claude Raspienjas consacré aux contrôleurs de train est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original de La Croix.